Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Cécile Duflot, secrétaire générale des Verts. Cécile Duflot, bonsoir, merci d'être venue. Vous avez récemment accusé Nicolas Sarkozy d'avoir une stratégie de tension vis-à-vis des manifestants. Vous avez dit qu'il ne recherchait pas l'apaisement, ni sur le plan politique, ni sur le plan du maintien de l'ordre. Quel intérêt aurait-il à ce que les choses s'enveniment ? Mais je crois que la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, il est prêt à gouverner dans le sens de l'intérêt général sur des sujets aussi centraux que la question du partage des richesses entre les générations, qu'est la question des retraites. Et la réponse est non. Donc dans ces moments-là... Vous allez plus loin puisque vous l'accusez d'opposer les gens au risque d'avoir peut-être un incident grave avec un jeune manifestant. Quel serait son intérêt ? Il y en a eu un. Il y a aujourd'hui toujours à l'hôpital un jeune lycéen de 16 ans qui a pris une balle de flashball dans l'œil, dont on sait qu'il va avoir des conséquences. Il est défiguré. C'est quand même une réalité extrêmement difficile. Vous pensez que c'est ce que Nicolas Sarkozy recherche? Je pense qu'en tout cas, c'est une chose qui est évitable. Il suffit d'interdire l'usage des flashballs, en particulier aux abords des lycées. Quand on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas difficile. Et ça n'a pas été fait. D'interdire l'usage des flashballs, nous le demandons. Et je pense que on est en train de se rendre compte que on est face à des armes qui sont sans doute pas immédiatement mortelles, mais qui peuvent causer des très très graves blessures. Pour parler de la stratégie de la tension, c'est l'idée d'essayer d'apparaître comme le seul recours. Comme sa politique est discréditée dans l'essence même du projet qu'il portait, c'était un candidat à la présidentielle qui a dit qu'il ne toucherait pas aux retraites, qu'il n'y avait pas besoin de faire une nouvelle réforme des retraites et qu'il le fait quand même. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mandat impératif en France, c'est-à-dire qu'on ne gouverne pas sur un programme qu'on est obligé d'appliquer à la lettre, on peut en enlever, on peut en rajouter. Oui, non, je dis simplement qu'il a fait campagne, qu'il a dit lui-même, personne ne l'a obligé, il a dit lui-même je ne le ferai pas et il le fait quand même. Donc, il n'a pas le droit de changer d'avis. Tout le monde a le droit. Moi, j'ai le droit de le faire remarquer. J'ai le droit de constater que du coup, il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris lui-même. Par ailleurs, sur l'autre élément très significatif, c'est de voir qu'avec la manière dont on a pris les choses, c'est-à-dire de refuser la négociation de fait, d'imposer une vision idéologique de la question des retraites. Et cette vision idéologique, elle est assez simple. Elle est de dire, de toute façon, on ne travaille pas assez. Globalement, le peuple français doit être un peu feignant, donc il faut que les femmes travaillent la nuit. Donc il faut faire travailler les gens le dimanche. Donc il faut allonger la durée de travail et reculer l'âge légal de la retraite. Tout ça fait système. Sauf que face à une population qui aujourd'hui en a plus qu'assez de subir les conséquences d'une politique qui privilégie quelques-uns au détriment de tous les autres, on est dans une situation totalement bloquée. Vous parlez des conséquences de la politique de Nicolas Sarkozy. Christine Lagarde, qui était ce matin l'invitée d'Europe 1, a parlé du coût des grèves. On l'écoute. Difficile à chiffrer parce qu'il y a une partie qui est un préjudice, j'allais dire matériel, que certains estiment entre 200 et 400 millions d'euros par jour. Mais il y a aussi un préjudice... Attends, Jean-Pierre Elkabbach. Il y a aussi un préjudice immatériel, ce que j'appelle le préjudice moral pour la France. Mais c'est l'attractivité du territoire qui est en cause quand on voit des images. Il faut laisser sa chance à la France. On est sorti de la crise dans des conditions plutôt bonnes et il ne faut pas aujourd'hui peser sur cette reprise avec des mouvements qui sont douloureux pour l'économie française. Est-ce que les manifestants ont raison de considérer que le contexte économique ne doit pas avoir d'influence sur leur stratégie? Si, il doit avoir une influence, mais justement dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que ne pointe pas Christine Lagarde, c'est que ces mobilisations ne sont que la conséquence de la manière dont le gouvernement a décidé de gérer la réforme des retraites à la hussarde, très brutalement, avec une vision, comme je l'ai dit, très idéologique. Qu'on voit bien avec l'augmentation très importante du nombre de chômeurs, et qui d'ailleurs, si on le compare, puisque le gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement adorent comparer la situation aux autres pays européens, est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les mesures qui ont été choisies en France n'ont pas apporté des solutions plus efficaces et plutôt beaucoup moins efficaces que dans d'autres pays européens. Selon vous, toute forme de protestation est légitime. À Marseille, la situation est particulièrement dégradée à cause de la grève des éboueurs. Est-ce que vous seriez favorable à un service minimum d'enlèvement des ordures? Ce que je crois, c'est qu'il faut résoudre les conflits et surtout anticiper. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Je vais vous répondre à cette question, mais on ne serait pas dans cette situation si on avait négocié auparavant. Ce qui se passe à Marseille et ce qui se passe dans d'autres endroits. Maintenant, la réponse sur non, et puis je trouve que vous caricaturez un peu mes propos. C'est pas la faute à Sarkozy. En tout cas, je parle pas comme ça. Je dis c'est le choix qu'il a fait. Il a fait le choix politique de l'affrontement. Donc évidemment, la seule réponse qui existe à ça, c'est aujourd'hui une forme d'expression d'un certain désespoir, parce que la situation de blocage qu'on connaît dans les raffineries, ce qu'on connaît à Marseille, c'est l'expression d'une forme de désespoir par rapport à un gouvernement
gouvernement qui refuse d'écouter une partie de la population. Donc la question, c'est que si on oblige, comme on peut le faire, ou si on réquisitionne, comme on l'a fait sur les raffineries, c'est une solution à court terme, c'est-à-dire qu'on peut pas forcer les gens et tenir les gens par le col en les faisant avancer. À un moment, ça ne tient plus, et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. C'est pas la conséquence. Vous savez, c'est exactement comme si quand on s'était coupé le doigt et qu'on avait encore un couteau au-dessus de la main, on essayait juste de soigner la coupure et pas d'enlever le couteau. Voilà. Donc service minimum ou pas? J'ai pas compris la réponse. Non, je pense que c'est pas la solution. C'est-à-dire, c'est quoi le service minimum? C'est la réquisition. Oui, parce que c'est quoi le service minimum? Qu'est-ce que c'est le service minimum? C'est de faire en sorte qu'un mouvement de grève ne mette pas en péril la situation sanitaire d'une ville. Donc concrètement, ça se passe comment? Ça se passe par des réquisitions. Voilà, donc à ce moment-là, si on est dans une logique où un pays, pour fonctionner, ne peut que réquisitionner les salariés des raffineries, réquisitionner les salariés qui travaillent dans les services d'ordures ménagères, réquisitionner les salariés des déchetteries, réquisitionner les salariés de la fonction publique hospitalière, vous voyez bien que les gens soient en situation de ne travailler que sous le service de la réquisition, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pour changer de sujet, nos factures EDF risquent apparemment d'augmenter de 3% en janvier pour financer le développement des énergies solaires. Est-ce que une augmentation de plus de 6% en 6 mois, puisque cela reviendrait à ça, serait supportable pour les ménages français? Non, ça ne l'est pas. Mais ce qui est insupportable surtout, c'est l'escroquerie qui consiste à dire que c'est pour le solaire. Quelle est votre explication? Quand EDF s'est engagé dans des investissements totalement hasardeux à l'étranger qu'elle doit payer aujourd'hui, quand il faut financer les surcoûts magistraux de l'EPR ou du démantèlement de la centrale de Brennilis, par exemple, qui est de 4 fois supérieur déjà à ce qui avait été provisionné, du coût de la maintenance et de l'absence de travaux qui ont été faits sur les réseaux de transport de l'électricité. Il y a énormément de coûts qui sont aujourd'hui assumés par les consommateurs finaux de l'électricité qui n'ont pas été anticipés. Donc le coût du solaire, c'est vraiment un peu un argument de façade. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est insupportable. Aujourd'hui, on a plus de 10% de la population française, 13% exactement, qui est en situation de précarité énergétique. Et pour 55%, c'est des plus de 60 ans. Il y a aujourd'hui des personnes âgées dans notre pays qui ne se chauffent plus avec toutes les conséquences en matière d'humidité, de moisissure, de stress, de conséquences sur la santé, de mortalité hivernale qui augmente. Donc la question de l'énergie et de la transition énergétique, c'est une question pour nous absolument essentielle. Et le vrai chantier, c'est le chantier des économies d'énergie. Et en Ile-de-France, on va mettre en place dans quelques mois, avec Paris, avec d'autres collectivités territoriales, une société d'économie mixte qui va justement permettre d'avancer les fonds pour aider notamment tous les propriétaires qui ont des très faibles niveaux de ressources à financer des travaux d'économie d'énergie. Ce chantier-là, Jean-Louis Borloo dit qu'il s'y attaque également. Il est bien placé actuellement dans la course à Matignon. Pourrait-il, selon vous, donner au gouvernement, s'il était Premier ministre, une orientation plus écologique, voire plus sociale? Écoutez, je crois qu'il a dû renoncer à beaucoup de choses, et pas seulement à sa coupe de cheveux pour envisager de pouvoir devenir Premier ministre. Donc il a aussi renoncé à ce qui faisait, semble-t-il, son identité, en laissant aller un certain nombre de renoncements issus des arbitrages du Grenelle, et c'est vraiment regrettable. C'est vrai qu'il imprimait un discours et une façon de faire différente, et il a fallu qu'il rentre dans la boîte pour défendre, par exemple, cette réforme des retraites, pour rentrer dans le moule. Donc pour vous, Borloo-Fillon, finalement, il n'y a pas tellement de différence? La question, c'est de savoir quelle politique est menée. J'ai pas le sentiment que, au-delà de l'effet d'image, il y ait une inflexion de la politique qui soit souhaitée par le président de la République, qui est finalement le Premier ministre aujourd'hui. La stratégie des Verts fait réagir nos internautes. Thibaut du Mans vous demande pourquoi la fusion des Verts et d'Europe Écologie n'a-t-elle pas été l'occasion d'un grand rassemblement des écologistes allant jusqu'au mouvement d'Antoine Wechter ou de Corinne Lepage? Pourquoi les enjeux écologiques ne l'emportent-ils pas sur une stratégie politique d'ancrage à la gauche du PS? Alors, d'abord, deux choses. Nous, on ne revendique pas d'être ancré à la gauche du PS ou à la droite de je sais pas qui. On revendique d'être profondément écologiste et de dire effectivement qu'il y a une stratégie qui n'est pas possible, c'est de faire alliance avec la droite que nous connaissons aujourd'hui au gouvernement, qui est une droite extrêmement brutale et fondamentalement dans sa logique de compétition anti-écologique. C'est inexact de dire qu'il n'y a pas Antoine Wechter. Il est conseiller régional Europe Écologie en Alsace. Il a été élu sur la liste de Jacques Fernic. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de savoir qui a envie de se rassembler. Et c'est tous les Verts, beaucoup de gens au-delà des Verts et beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent ce rassemblement des écologistes et qui va naître vraiment le 13 novembre. Alors au contraire, Révisor, qui a l'air d'être d'une famille politique différente, vous demande si une candidature verte ne risque pas d'apparaître comme une candidature de division de la gauche non communiste.
Oula, je vous l'ai dit, je vais redire la même chose. C'est pas possible parce que la question est vraiment oui, inspirée mais par les motivations différentes. Le problème d'une candidature écologiste, c'est pas d'être une candidature de division de la gauche non communiste. Les écologistes ne sont pas la gauche non communiste. Ni de rassemblement, ni de... Les écologistes sont une famille politique, un projet politique différent. Et la question de la présidentielle est une question qui n'est pas évidente parce que c'est une élection extrêmement personnalisée, extrêmement particulière. Mais c'est la seule élection en France où on peut parler d'un projet de société globale et il faudra porter ce projet écologiste lors de la prochaine présidentielle. Vous l'avez déjà dit, vous avez dit aussi que vous n'envisagiez pas d'être candidate. Avant vous, en 2002, Noël Mamère avait dit qu'il ne serait pas candidat. Finalement, il s'est présenté. Alors, est-ce que votre décision est irrévocable ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous vous présentiez quand même? J'ai dit que j'utilisais pas ce mot justement parce qu'il était connoté. Écoutez, la vie répond, mais vraiment, j'ai rarement changé de point de vue sur un certain nombre de choses et ma vie politique, qui n'est pas très longue mais qui existe quand même, a toujours montré que j'ai été plutôt cohérente avec ce que j'ai annoncé. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, comme ça vous aurez vraiment la réponse. Rendez-vous est pris. Merci Cécile Duflot. À demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Au revoir.